Bonjour, merci d'être là. Le thème de la conférence a été exposé dans un livre qui s'appelait La Mal, peur, M-A, accent circonflexe, qui est devenu ensuite, de façon plus consensuelle, de la peur à l'amour, qu'on m'a allé de la peur à l'amour. Ce livre est toujours, je pense, trouvable chez les libraires. Alors, chacun sait bien que les relations entre la femme et l'homme passent par une phase critique, et pour trouver les raisons de ces difficultés et trouver une solution, tenter de trouver une solution, il faut d'abord s'adresser à toute l'histoire tout à fait fabuleuse, à l'épopée cosmogonique entre la femme et l'homme depuis la nuit des temps. Et effectivement, cette épopée, cette histoire a traversé 3 phases. Le matriarcat, où les valeurs féminines prédominaient, puis le patriarcat, où l'homme a imposé donc sa loi et a soumis la femme. Et 3e phase, c'est aujourd'hui, on sort du patriarcat, c'est une période de transition qui est tout à fait fascinante, et de la vivre comme ça au quotidien la rend tout à fait intéressante, mais aussi douloureuse, parce que les conflits se multiplient, et là on cherche une nouvelle relation. Alors on va d'abord s'adresser au passé, d'une part parce que, comme disait Flandrin, un de nos grands historiens, l'histoire a un rôle thérapeutique, mais aussi parce qu'on est toujours dans le passé. Vous allez voir que ce que je dis du passé, on continue de le vivre encore. Alors, sans remonter au déluge, ou plutôt en remontant plus haut que le déluge, il faut savoir que, en passant de l'Australopithèque, il y a donc 7 millions d'années, dont le cerveau faisait 500 cm3, en passant par différentes étapes jusque l'Homo sapiens sapiens, que nous sommes depuis 40 000 ans, eh bien donc le cerveau n'a jamais cessé de croître, passant donc de 500 cm3 à actuellement 1500. Ça, c'est le volume du crâne, du cerveau, puis il y a le crâne tout le tour. Seulement, il y a eu dans l'évolution humaine un bug. C'est-à-dire qu'à partir de 600 cm3, le volume du crâne était plus important que le détroit pelvien, que l'ouverture du bassin. Il fallait donc que le petit humain naisse avant 6 cm3, c'est-à-dire il est né, mais il est né immature. Il est né immature en ce sens que ces centres de la locomotion, de l'équilibration, de l'orientation, de la vision, de la régulation thermique, tout ça ne fonctionnait pas. Aucun animal n'est né aussi immature et dépendant. Effectivement, il n'a pu survivre que parce un être humain, sa mère, lui a donné à l'extérieur ce qu'elle lui donnait à l'intérieur, c'est-à-dire la chaleur, la protection, la nourriture. C'est ce qu'on appelle l'extéroconception. Et donc cette nécessité de prendre ce petit qui est immature, qui serait mature jusqu'à l'âge de 7 ans, voire même peut-être 12 ans, et bien entendu, c'est donc la femme qui a assumé ce rôle. Alors, cette répartition du travail, enfin, effectivement, cette situation d'immaturité du petit a entraîné 2 conséquences, la formation du couple et la division du travail. Commençons par la division du travail. Il s'est instauré alors, à cette époque, au cours de la préhistoire, une loi biologique fondamentale. La femelle, la femme, doit rester au gîte, tandis que l'homme, le mâle, l'homme, part à la chasse et parfois assez loin. Donc il s'agit, pour la femme, en restant au gîte, d'assurer la survie de l'espèce humaine, qui va devenir, bien sûr,
on va devenir les rois des animaux, les rois de la créature, et pourtant on est les plus fragiles qui soient. Je vous dis immatures, avec une peau fragile, etc. Et donc c'est grâce à la présence de la mère, de la femme, qu'on a pu évoluer. Et cette vision du travail subsiste. En réalité, tout ce qu'on a trouvé dans cette répartition du travail, ce sont des arrangements. C'est-à-dire que, eh bien, ce sont donc les crèches, les nourrices, etc. Mais fondamentalement, rien n'a changé. Et peut-être la solution d'avenir radicale sera donc l'utérus artificiel ou le clonage, où donc la femme n'aura pu être mère. Bon, c'est notre histoire, mais qui arrivera très vite. Avant 50 ans, vous verrez que certains enfants commenceront à naître par des moyens artificiels. Alors, la création du couple, ce n'est pas une invention humaine, puisque la plupart des animaux vivent en couple, et parfois toute la vie de façon très fidèle. D'autres vivent juste le temps du rut, juste le temps de concevoir un enfant, un bébé. Et nous, les hominidés, on a vécu très longtemps en amour libre, en polygamie. Et d'ailleurs, à cette époque, l'homme ne savait même pas le rôle de son sperme. Et puis un beau jour, les humains ont décidé de vivre en couple. Et pour vivre en couple, il faut d'abord se choisir. Alors, comment se choisit ? Eh bien, le choix du partenaire a été facilité par un événement qui s'est produit à cette époque-là, c'est qu'on s'est dressé sur nos pattes arrière. Ça veut dire qu'on a commencé à faire l'amour de face, et ça c'est très important pour le choix. Parce qu'autrefois, lorsqu'on était encore australopithèque ou préhumain, on s'accouplait à rétro, mais il faut bien dire que par rapport à un visage qu'on voit quand on est face à face à faire l'amour, un visage quand même plus expressif qu'une paire de fesses. Rien ne ressemble plus à une paire de fesses qu'une autre paire de fesses. Donc se tenir debout, se voir, ça a tout changé. On se rapproche du visage de l'autre, de ses expressions, de sa voix. Voilà. Donc d'abord le choix en tant qu'humain, et ensuite pérenniser ce couple. Pas faire un couple provisoire, comme certains animaux, mais rester ensemble peut-être toute sa vie. Et donc comment la nature a-t-elle fait pour pérenniser le couple ? Tout d'abord en rendant le désir permanent. Au lieu que ce soit des périodes de rut, on a toujours envie. Même quand la maternité n'est pas possible, on a envie même pendant les règles, on a envie même après la ménopause, etc. Donc le désir, il est presque gratuit, il n'a pas d'autre but que de renforcer le couple. Autre chose, la nature a augmenté la désirabilité. C'est-à-dire qu'elle nous a pourvu de quantité de choses au niveau de notre corps qui ne sont pas indispensables. Par exemple, des lèvres qui sont épaisses et rouges. Pour comparer avec les guenons, donc les singes les plus proches de nous, eh bien les lèvres, il n'y a pas de lèvres. La guenon, on n'a pas de lèvres. Les seins aussi. Chez donc les guenons, les seins sont des poches, flasques, et en dehors de la lactation, elles sont complètement flasques. Alors que nous, il y a des seins en permanence et qui servent peut-être qu'une fois ou deux fois ou trois fois à nourrir. Donc c'est vraiment aussi un signe sexuel secondaire. Les fesses des guenons sont toutes plates, les vôtres, mesdames, sont tout à fait admirables et palpables. Voilà. Il y a aussi un phénomène qu'on connaît mal, c'est que lorsqu'on est amoureux de quelqu'un ou lorsque quelqu'un est en face de vous et qu'on le désire, la pupille se met en mydriase. Voilà. Et cette mydriase, par réflexe, entraîne chez le vis-à-vis également une mydriase. Voilà. Et donc il y a une espèce de jeu de miroir quand on est amoureux. Donc regardez bien les pupilles de vos hommes ou de vos femmes en face de vous.
et vous saurez s'ils sont vraiment amoureux. Alors la nature, toujours, pour renforcer le couple, a multiplié les zones érogènes. Bon, les sexes, vous le savez, sont véritablement des constellations érotiques, érogènes. Bien sûr, le pénis, mais aussi la vulve et le vagin. J'ai donc dit que dans le vagin, il y a une constellation érogène. Il y a de nombreux points. En général, on ne connaît que le point G, mais il y en a 6 autres points. On ne sait pas pour autant que les hommes doivent jouer aux boutons. Ils aiment beaucoup toucher des boutons, mais ça ne marche pas quand même tout à fait comme ça. Voilà. Alors aussi, la peau, on a perdu nos poils, enfin en grande partie tout au moins. Alors l'histoire de la perte des poils, c'est une histoire fabuleuse, mais ça prendrait trop de temps de l'expliquer. Bref, on a perdu nos poils. La main aussi s'est développée, et on sait à quel point la main est importante dans les relations érotiques sexuelles. Parce que, j'ai développé dans un livre, le traité des caresses, l'importance de la main, de la caresse. Et il est vrai que, autrefois, les hommes ne touchaient les femmes que uniquement pour les préliminaires. Ce n'était pas de l'amour, forcément, c'était de la tactique. C'était la tactique du bon petit baiseur qui savait bien caresser pour émoustiller et faire tomber la citadelle. Bon, maintenant, les hommes nouveaux caressent vraiment par amour de la femme. Et de plus en plus, on considère que la pénétration, le coït, n'est qu'une phase, une toute petite phase de l'échange avant, pendant et après. Et que même, éventuellement, on peut faire l'amour sans pénétration, c'est la caresse gratuite. Et je vous souhaite de rencontrer plein d'hommes nouveaux qui font des caresses gratuites. Et alors enfin, au summum, la nature a pourvu les hommes et les femmes de l'orgasme. On ne sait pas trop si nos cousins les singes ont des orgasmes. La femelle paraît un peu abasourdie après le coït, mais enfin le coït dure 20 secondes, le temps de sauter d'une branche dans la clairière, de faire quick, et puis de remonter dans les branches parce que les prédateurs donc rôdent. Alors nous les hommes, on a conservé effectivement le coït rapide, on a peut-être peur des lions des cavernes qui rôdent dans la clairière. En tout cas pour nos prédécesseurs, il est possible, probable que les femmes n'aient pas d'orgasme. Il y a aussi une autre théorie d'une féministe américaine qui dit que les hommes ont eu tellement peur qu'ils ont éliminé physiquement les femmes orgasmiques. Bon, ça c'est une hypothèse. Enfin, toujours est-il que la nature nous a pourvu, nous, êtres humains, d'une très riche érotisme, très riche sexualité, avec des points érogènes de tous les côtés. C'est à découvrir, personne n'a la même. Donc il n'y a pas vraiment de géographie, même dans mes livres, il y a des propositions, mais chaque femme est différente, heureusement. Et ce qui réussissait avec la femme d'avant ne réussit plus avec la femme de maintenant, là il faut le savoir. Bref, l'homo sapiens sapiens, que nous sommes depuis 40 000 ans, on aurait pu l'appeler homo eroticus. Alors, les relations entre la femme et l'homme ont commencé par le matriarcat, c'est-à-dire la prééminence des valeurs féminines. C'est très longtemps, c'est 100 000 ans ou plus. C'est la préhistoire, donc on ne le sait pas trop. Mais donc, à cette époque-là, la femme donc prééminait. Non pas avait le pouvoir, c'est pas pareil. Les femmes n'ont pas cet instinct du pouvoir qu'ont l'homme, dont on parlera plus tard, mais bref, elles avaient un certain pouvoir. Pourquoi ? Leur pouvoir était basé sur, premièrement, un pouvoir naturel. C'était donc être chef de famille et chef de clan, pour la plus ancienne des femmes. Pourquoi ? Parce que la femme est l'élément originel à partir de l'enfant.
pour l'enfant, ce qui compte, donc, c'est la filiation utérine, la filiation pas matrilinéaire. Le seul lien sûr, c'est mère-enfant. Alors qu'on ne connaissait pas le pouvoir de l'homme, du point de vue du spermatozoïde, donc l'homme était une sorte d'étranger. Donc la femme préminée, parce que donc c'est d'elle que venait l'enfant, et la plus ancienne des femmes est donc chef de clan. Deuxième pouvoir naturel de la femme, c'est donc, elle était la régente du foyer. Étant en permanence au gîte pour veiller bébé, il ne faut pas croire qu'elle s'est tournée les pouces, au contraire, elle a tout inventé. La femme au gîte a inventé la couture des peaux, les récipients en argile, les paniers tressés, la culture, elle trouvait des graines, elle les plantait, l'élevage, elle trouvait des oiseaux tombés du nid, elle les élevait, ou des petits, le tissage. Donc la femme au gîte a vraiment tout inventé. Puis en plus des pouvoirs naturels, la femme avait des pouvoirs surnaturels. Ce premier pouvoir était de donner la vie. Parce qu'effectivement, c'était tout à fait admirable de voir ce ventre gonfler, puis un jour, un petit en sortait, puis qu'elle le nourrissait de son sein. Et bon, les beaux hommes ne comprenaient rien, puisqu'ils n'étaient pas dans le coup, si j'ose dire. Et donc la femme a le pouvoir de la vie et de tout ce qui dépend de la vie. C'est-à-dire qu'elle pouvait guérir, parce que soignant le petit, elle était près donc des troubles, des maladies du petit. Connaissant les plantes, elle pouvait donc savoir ce qu'il allait le guérir. Donc, pouvoir de donner la vie, c'est aussi le pouvoir donc de soigner, connaître les plantes. C'est aussi le pouvoir de transformer la vie, l'endormir, peut-être d'endormir d'autres personnes par des poisons, parce que peut-être l'endormir pour toujours, qui peut donner la vie peut la reprendre. Et donc la femme avait tout à fait plein de pouvoir à partir du moment où elle donnait la vie, pouvoir de prophétie aussi, toutes les femmes ont toujours été plus ou moins devineresses, et surtout, en plus de pouvoir donner la vie, pouvoir érotique. La femme a un pouvoir fabuleux, qu'elle a toujours d'ailleurs, attirer l'homme, l'enivrer et le faire revenir. Ça veut dire pouvoir d'attraction, pouvoir d'ivresse et pouvoir d'attachement. L'homme est attiré, il connaît un plaisir inimaginable et ensuite il a tellement connu ce plaisir qu'il revient. Donc ce pouvoir érotique, la femme l'a toujours. Et à l'époque où les femmes donc non pas dominé, mais avait un certain pouvoir, forcément lorsqu'on a imaginé qu'un être supérieur avait pu créer la Terre et les humains, c'était forcément une déesse. Et c'était une déesse mère, donc une déesse qui avait des enfants, une déesse qui avait des amants, plusieurs amants. Et donc, à ce moment-là, on faisait des cérémonies à l'honneur de cette déesse. Certaines femmes se consacraient à cette déesse et étaient donc ce qu'on appelle maintenant des prostituées sacrées, mais qui portaient un autre nom, dont j'oublie. Enfin, vous savez, vous. Voilà. Donc, matriarcat, ce matriarcat a duré au moins une centaine de milliers d'années. Et puis, l'homme a pris le pouvoir. L'homme a pris le pouvoir il n'y a pas longtemps, avant-hier, il y a 15 000 ans. C'est rien du tout. Les débuts de la Bible, la Mésopotamie. Et donc, ça a été le patriarcat. Alors, pourquoi l'homme a donc pris le pouvoir ? Premièrement, parce qu'il découvre son rôle dans la procréation. Voilà, il sait que c'est son sperme qui engendre la succession. Et même à l'époque, les femmes n'ont plus aucun rôle que d'être réceptacles. Ensuite, c'était l'ascension du chasseur. Parce que la chasse a toujours été un moyen très courageux, donc ils étaient tout à fait estimés, les chasseurs. Mais un beau jour, il y a eu un changement de régime. Les humains sont devenus carnivores. Et donc la viande a pris une importance cruciale. Et la femme est devenue dépendante de l'homme pour avoir son morceau de viande. Et d'ailleurs, c'est une loi de sociologie. Plus l'alimentation est végétarienne, plus la femme est indépendante.
Plus l'alimentation est carnée, plus la femme est dépendante. Ça reste vrai pour les sociologues. Voilà, donc à vous de devenir végétarien. Autre raison pour laquelle la femme a perdu le pouvoir, c'est l'accroissement de la population. On est passé d'un clan de 30-40 personnes à des cités, à des milliers de personnes. Or, qui dit cité dit trouble de l'ordre, nécessité de rétablir l'ordre, et donc seul l'homme, par ses biscottos et par ses armes, pouvait donc rétablir l'ordre. Enfin, c'est l'invention de l'agriculture qui a perdu les femmes, parce que qui dit agriculture dit champ, dit silo, dit réserve, donc dit guerre pour s'emparer des silos et des réserves, et qui donc peut défendre les cités, encore une fois, c'est l'homme par ses biscottos et ses armes. Donc l'invention de l'agriculture aussi, en quelque sorte, perdu la femme. Et à partir du moment où l'homme a pris le pouvoir, forcément, l'être supérieur est devenu un dieu, un mâle. Donc ça a été Zeus, Jupiter, Apollon, Yahvé, Dieu le Père, etc. Et les déesses mères ont été renversées, et les prêtresses, les devineresses, toutes les femmes qui avaient un rôle un peu magique et social, ont été éliminées, ont été brûlées, ont été exécutées. Alors, une fois qu'il a pris le pouvoir, l'homme a eu très peur de perdre ce pouvoir. Effectivement, que les femmes, ayant toujours le même pouvoir naturel, ne lui reprennent le pouvoir. Donc l'homme a institué une société dont il a entièrement exclu les femmes. Donc les institutions, les législations, les religions, tout ça a été créé contre la femme. Les gouvernements, la justice, l'éducation, les femmes ont été complètement éliminées. Et les femmes n'ont eu plus qu'un statut inférieur, pas mieux que les enfants qui n'avaient pas de statut et les esclaves. On pouvait éventuellement tuer un esclave, tuer un enfant ou éventuellement tuer une femme. Alors ça c'est la politique des mâles, et cette politique est faite premièrement, est faite d'un arsenal. Et dans cet arsenal, il y a d'abord le mariage patriarcal avec obligation de fidélité. Donc le mariage est inventé par les mâles de façon à mettre la femme en soumission. C'est là vraiment le mariage patriarcal, c'est la clé de voûte du patriarcat. Ça consiste à répartir les femmes entre les hommes pour assurer l'ordre. Ça sert aussi à assurer la transmission du nom, être sûr que le nom, le patronyme, n'aille pas à un bâtard. Et troisièmement, assurer la succession du patronyme et du patrimoine, que ça n'aille pas non plus à un bâtard. Et c'est pour ça la fidélité a été imposée de façon absolument cruelle. Donc les femmes infidèles étaient dans toutes les régions du monde, d'ailleurs on trouve ça dans toutes les différentes régions, les différentes civilisations. Les punitions sont très cruelles, qui vont jusque la mort. La lapidation, et vous savez que dans certains pays comme en Iran, il y a eu encore des femmes lapidées il y a peu de temps. Donc la lapidation ou le bûcher, nous en reparlerons tout à l'heure du bûcher, ou la décapitation au Japon. Et il y avait aussi très longtemps, au Moyen-Âge, le test de l'ordalie. C'était une sorte de jugement de Dieu. On donnait à une femme une braise à tenir, si elle se brûlait, elle était coupable. Et récemment, j'ai appris qu'il y avait le même test en Iran, ou en Irak plutôt. On jetait une femme du haut d'une montagne, dans l'Euphrate. Si elle se noyait, c'est qu'elle était coupable. Si elle ne se noyait pas, c'est qu'elle n'était pas coupable. Vous voyez, rien de nouveau sous le soleil. Donc, arsenal, le mariage patriarcal. Deuxième arme de l'arsenal, la répression de la sexualité féminine. Parce qu'elle est considérée par l'homme comme dangereuse. Donc, répression psychique, la sexualité c'est mal, c'est un péché. Séquestration des femmes dans des gynécées, dans des harems. Et mutilation, excision. Encore actuellement, près de 150 millions de femmes en Afrique, en Moyen-Orient, sont excisées. Voilà. D'une part, parce que les femmes
qui s'entraînent à des plaisirs clitoridiens deviennent gourmandes. Et deuxièmement, les femmes sont jaloux que les femmes ont deux pôles, hein, le clitoris et le vagin, alors qu'on n'en a qu'un. Autre arme de l'arsenal, c'est la dévalorisation. C'est de dire que l'âme a une nature, la nature féminine, les femmes sont des êtres fragiles physiquement, inférieures mentalement, immorales, etc. Autre chose aussi, c'est la culpabilisation de la femme. Dans toutes les sociétés, il y a un mythe qui montre que la femme a un jour pratiqué un péché, quelque chose, qui fait que toute l'humanité était projetée dans le malheur. Donc c'est le mythe, comme vous le savez, de Pandore, et bien sûr le péché originel. Le péché originel, c'est vraiment la trouvaille la plus extraordinaire que la religion chrétienne a inventée pour soumettre la femme. Les pères de l'Église répétaient fréquemment, rien qu'à savoir qu'elles sont coupables de ce péché qui nous a précipités dans le malheur, toute femme devrait rougir à l'idée d'être femme. Donc, les religions en général, autrefois consacrées à la déification de la femme, les religions sont devenues la pire façon de réprimer la femme. Alors pourquoi donc les hommes ont donc fait tout ça, toutes ces manœuvres contre la femme? Parce que l'homme a une peur physique, métaphysique, profonde, viscérale de la femme. Ce que j'ai appelé la mal-peur, M-A à circonflexe. Depuis un livre qui est sorti, je crois, maintenant 15 ou 20 ans, qui maintenant est devenu De la peur à l'amour et qui est toujours, je crois, trouvable chez J'ai lu. Donc la mal-peur. Alors quelles sont ces peurs de l'homme? Tout d'abord, des peurs magiques qui sont des survivances des peurs d'autrefois. Parce qu'effectivement, la femme continue de donner la vie et l'homme est toujours en dehors du coup. Hein, même s'il assiste à l'accouchement, quand il ne tombe pas dans les pommes, il ne fait rien quand même. Donc ce pouvoir magique et fabuleux reste inimitable. Et puis, pouvoir érotique, la femme a toujours le pouvoir d'attirer, d'enivrer et d'attacher. Voilà. En plus, la sexualité de la femme, bien entendu, est extrêmement riche. La puissance sexuelle de la femme est considérable. Son désir, son orgasme est tout à fait époustouflant. Alors, devant cette sexualité, l'homme a les peurs suivantes. Peur d'être épuisé et ne pas pouvoir tenir ses rôles de chasseur, de guerrier, de constructeur, etc. Il a aussi peur d'être amolli, attendri, c'est-à-dire de réveiller la femme en lui. Peur aussi des désordres sociaux, parce que cette femme donc, qui remue tellement le désir, elle peut donc effectivement provoquer des désordres et des rivalités, des jalousies, des guerres même, hein, pourquoi pas la guerre de Troie. Voilà. Et enfin, peur de ne pas satisfaire, ou alors c'est plus actuel, peur de ne pas satisfaire les demandes féminines. Autrefois, on tirait son coup, c'était pas grave. Maintenant, on essaie de satisfaire la femme, mais bon, c'est tout un programme. Alors, l'homme aussi a peur de l'amour. Et je crois que ça reste vrai. Parce que tout ce que je dis du passé, moi, j'estime que ça n'a pas beaucoup changé. D'accord. Bon. Alors, je vais un peu condenser. Bon, si vous voulez, cette peur, et donc il y a une peur de l'amour, parce que l'amour est soumission. D'ailleurs, on parle d'une maîtresse. L'homme n'est plus maître de sa vie, d'une maîtresse, celle qui commande sa destinée. Il est dépossédé, et il est possédé par l'amour qu'il a pour une femme. Et d'ailleurs, pour vous montrer à quel point c'est vrai ce que je dis, c'est que toutes les littératures annoncent toujours, c'est toujours des histoires de femmes fatales, hein, qui entraînent l'homme dans le malheur.
C'est vrai d'Ulysse et de Circé et des sirènes, c'est vrai d'Hélène et de Paris, la guerre de Troie, c'est vrai de Cléopâtre et Antoine, de Marguerite et Faust, de Carmen, un Bizet qui clame « prends garde à toi ». Donc ce « prends garde à toi », il est toujours au fond de l'homme. Hein. Voilà. Alors, il y a aussi des peurs pratiques dans la peur de l'homme. Peur de perdre ses avantages, que la femme est même sert que lui. Et enfin, surtout, peur de la différence. Parce qu'en fait, si la femme accédait au pouvoir, elle ferait une société différente de la sienne. Mais quelle société ? Bon, cela dit entre nous, j'aspire très fort à ce que les femmes prennent le pouvoir, que ça change enfin. Alors, je voulais vous parler du patriarcat à travers les siècles. Bon, il y a eu des choses abominables comme l'exécution des sorcières. Pendant 7 siècles, l'Inquisition a brûlé des dizaines de milliers de femmes. Si ce n'est pas la guerre des sexes, qu'est-ce que c'est ? C'était vraiment un sexocide, c'est une tentation de solution finale. Alors, je ne parlerai pas de l'abominable 19e siècle, le siècle de ma grand-mère, peut-être pas de la vôtre, mais ça veut dire que vous qui êtes libérés avec plein de liberté, d'égalité, vos grands-mères n'ont pas connu ça, hein, c'est tout frais. Il faut être très vigilant. Donc au XIXe siècle, eh bien, il y a eu des quantités de choses anti-femmes abominables. L'excision était, bon, non plus au couteau, l'excision au crayon d'argent, nitrate d'argent. Laquelle excision était donc préconisée par le président de l'Académie de médecine. Donc le plus abominable des sexes, des antisexes féminins, c'est le 19e et les médecins. Les médecins ont pris le relais des clercs. Ce sont des médecins qui étaient profondément anti-femmes. Bon, dans cette épopée très douloureuse pour la femme, il y a eu deux choses très formidables. D'une part, il y a eu le passage de Jésus, Jésus qui était donc un grand féministe. Là, je n'ai pas le temps de développer, mais ce langage d'amour, un langage très féminin, il y a un magnifique livre qui est paru par quelqu'un de la Sorbonne, donc une grande pointure, qui s'appelle Jésus et les femmes, où cet agrégé de la Sorbonne démontre que, en réalité, le message féminin et féministe de Jésus, qui devait être transmis par Marie de Magdalena, a été transmis par Saint Pierre et Saint Paul, qui étaient les plus grands des machistes. Bon, c'est un autre débat. Donc, bilan du patriarcat, la femme a dû renoncer à des pans entiers de sa personnalité, sa part masculine, sa part d'animus, et l'homme a dû renoncer à sa part féminine, à son anima. Donc tous les deux, en fait, ne sont pas des êtres complets. Et la société patriarcale, en se privant des valeurs féminines, a été une société de domination de l'homme, d'exploitation de l'homme par l'homme, de possession des biens matériels, des rapports de force, de l'agressivité, du sadisme, des guerres et de la torture. Alors le présent, aujourd'hui, on peut dire que la guerre des sexes redouble, parce que beaucoup d'hommes n'acceptent pas donc la libération de la femme. Parfois même chez certains hommes, la peur redouble. Et les mêmes peurs, peur de peur le pouvoir, peur d'aimer, et aussi peur de la sexualité féminine qui enfin est libérée. Voilà. Donc il n'est plus question de tirer son coup en 30 secondes, les femmes en veulent plus. Alors heureusement, dans cette peur et dans ce machisme persistant, une heure d'espoir est apparue, c'est donc l'apparition de l'homme nouveau. Donc deuxième partie de la conférence, donc vous parlez de l'homme nouveau. Alors on va vous décrire ce qu'est l'homme nouveau. D'abord un mot de l'homme ancien. Autrefois donc le garçon était élevé exclusivement par sa mère et d'autres femmes jusqu'à l'âge de 7 ans, voire 12 ans.
C'est dire qu'il était immergé dans le féminin et qu'il était porteur d'une proto-féminité. Effectivement, cette féminité lui était donc transmise par la vie intra-utérine, immersion au centre de la femme, chaque cellule du petit est baignée, perfusée par le sang de la mère, les substances de la mère, traversée par les vibrations de la mère, les bruits de son cœur, de sa voix, de ses mouvements, pendant donc in utero, puis pendant la petite enfance, qu'il passe donc contre le sein de la mère, contre le corps de la mère, et ensuite dans toute l'enfance, puisqu'il est dans les jupes de la mère. Alors, autrefois, donc, les hommes anciens débarrassaient les garçons de cette proto-féminité par en faisant le meurtre de la femme chez l'enfant. Et de quelle façon? Eh bien, par des initiations rituelles. Il y avait effectivement dans les tribus, on emportait donc les garçons dans les forêts et on les endurcissait. Par exemple, on leur incisait le gland pour les purger des humeurs féminines, etc. On leur infligeait des douleurs pour qu'ils deviennent des durs. Chez les Grecs, vous savez que les enfants étaient pris à l'âge de 10 ans par des mentors, donc qui aussi les renforçaient dans le masculin. Et puis ensuite, il y a eu la chevalerie. Les enfants à 7 ou 12 ans étaient pris du château, mis dans notre château, ils servaient de pages, ou ils servaient d'écuyers, et où ils apprenaient le métier des armes et devenir des frères d'armes. Les équivalents de ça sont actuellement, ou étaient tout au moins, le service militaire, bon, qui n'existe plus, les internats jésuites, les collèges anglais, le scoutisme aussi, qui est une sorte de... et puis aussi les clubs sportifs. Vraisemblablement, faire partie d'un club de rugby, ça doit être très virilisant. Voilà. Et alors les bandes de garçons, les garçons à un certain âge aiment bien se retrouver en bande pour effectivement confirmer leur masculinité. Donc, on va donc passer de l'homme traditionnel à l'homme nouveau. Et si on résume l'homme traditionnel, il se résume en 4 paramètres. Le chromosome Y, la testostérone, qui assure la force musculaire, l'agressivité et la saine domination. On peut dire en quelque sorte que l'homme est victime de sa testostérone. Voilà. Alors, troisièmement, il est fruit du paramètre suivant, l'éducation patriarcale. Parce qu'effectivement, on ne va pas rentrer dans la polémique du genre, mais effectivement, l'homme est élevé de façon à avoir un stéréotype masculin. On lui offre des autos et non pas des poupées, etc., etc. Ensuite, les fonctions qu'il doit occuper classiquement, la chasse, la guerre, la fabrication de l'instruction, depuis des millions d'années, c'est aussi donné à l'homme. Donc l'homme s'est forgé par rapport aux autres hommes, en opposition aux autres hommes et surtout en opposition à la mère et à la femme. Et puis, les hommes anciens sont passés par une crise. Depuis un demi-siècle, les femmes donc se sont libérées, c'est donc la révolution féministe. Les femmes ont acquis le même droit, même valeur, même revenu, pas encore tout à fait, mais ça viendra. Et donc la liberté aussi au niveau sexuel grâce à la contraception. Donc voilà les femmes entièrement libérées, ce qui donc ébranle beaucoup les hommes anciens. Et la deuxième chose qui ébranle les hommes anciens, c'est la révolution économique. D'antan, l'homme avait des activités où il pouvait mettre en jeu ses supériorités, disons, musculaires et son autorité, son prestige était en jeu. Les rôles qu'il jouait demandaient courage et force musculaire. Voilà. Et deuxièmement, les hommes autrefois étaient les seuls pourvoyeurs de nourriture. Quand vous êtes les seuls à rapporter ou la viande ou le salaire, bien sûr que vous avez une force. Je dis toujours aux femmes, parce que moi je suis quand même une époque ancienne,
où les femmes venaient à ma consultation toujours conduites par leur mari, quoi. Peu de femmes leur permis de conduire. Et je disais à ces femmes, une femme n'existe que si elle a un permis de conduire et un emploi. Je crois que ça reste vrai. Voilà, alors, or, dans l'économie moderne, ce qui va donc ébranler les hommes anciens, c'est que donc la force musculaire n'a plus trop d'importance. Et donc, ensuite, que la femme travaille, donc il n'est pas le seul pourvoyeur du salaire. Et enfin, il fait souvent des travaux où les femmes excellent également, et il travaille même avec des femmes dans des bureaux. Donc, c'est plus du tout sur son métier qu'il va trouver une sorte de supériorité. Si bien que l'homme actuellement vit une phase difficile parce qu'il est contesté, il a perdu ses repères, il est déstabilisé, désorienté, désemparé et même en souffrance. Il vit vraiment une crise identitaire. Il se demande, c'est quoi être un homme maintenant? Comment être vis-à-vis de la femme? Alors, donc l'homme réagit de deux façons. Ou bien il aggrave son côté machiste, il devient hyper macho, ou au contraire, il se transforme, il devient l'homme nouveau. Donc, l'homme nouveau, c'est la dernière partie de cet exposé. Alors, l'homme nouveau, c'est un homme qui fait le mariage, les noces, entre son animus et son anima. Donc, un mariage intérieur. Donc, il accepte son anima, mais il ne renonce pas pour autant à son animus. Il a été, il y a quelques années, dans les pays nordiques, très à la mode que l'homme développe son anima, et surtout son anima. Et les femmes n'aimaient pas du tout, elles appelaient ça les hommes mous. Un homme doit toujours conserver son animus aussi. Donc, pour confirmer son animus, et non être un homme mou, donc il faut être élevé par un nouveau père. Le nouveau père, quelque chose qui a été exposé merveilleusement dans un livre de Didier Dumas, qui s'appelle La sexualité des adolescents, bien donc Dumas préconisait, parce que hélas, ce grand auteur, ce grand savant est mort relativement récemment, à 50 ans en plus. Donc il préconisait que l'homme soit présent, le père soit présent dès la grossesse et dès l'enfance, et que dès la naissance aussi, et que donc il lange, il donne le biberon, etc. Donc d'emblée, l'homme s'occupe de l'enfant, alors que vous savez qu'autrefois, on s'occupait de l'enfant qu'à 7 ans ou à 12 ans. Jamais un homme était à côté du bébé. Donc pour faire un homme nouveau, il faut qu'il conserve son animus et que le père soit là présent. Puis plus tard, cet homme-là, nouveau, va fréquenter des groupes d'hommes, comme en ont formé Robert Bly, Guy Corneau et également Paul Salomon. Donc il s'agit de faire un androgyne, mais moi je dis un androgyne à L variable. C'est-à-dire que faut pas toujours être dans la virilité. Je veux dire que sur un terrain de rugby, ok, vous êtes super viril, mais si vous longez un bébé, vous êtes plutôt dans l'anima. Voilà. Donc, il faut un peu adapter sa position animus anima en fonction des circonstances. Voilà. Et j'en termine avec la description de l'homme nouveau. J'aurais peut-être dû d'ailleurs mettre ça sur un graphique et vous l'exposer. Parce que ce qui est important, oui, ça va aller, 5 minutes. Donc, dans cette espèce de diptyque, là, j'oppose homme ancien, homme nouveau. Parce que vous décrire l'homme nouveau, bon, ça ne veut rien dire si je ne l'oppose pas à ce que étaient ou sont encore certains hommes. Alors, l'homme ancien se caractérise dans la relation avec sa femme en ce sens qu'il considère la femme comme un être inférieur dont il a peur et qu'il faut donc dominer. L'homme nouveau considère que la femme est un être égal, voire supérieur, avec qui il faut s'allier. Alors, l'homme nouveau, l'homme ancien était un homme fort, musculairement,
et aussi au point de vue du caractère et de la sexualité. L'homme nouveau, il met sa force au service de la femme et de grandes causes. Autrement dit, sa force, c'est plutôt une force d'âme, une vaillance. Moi, j'aime beaucoup le mot vaillance. Pour un homme, vaillance, c'est toujours à la mode, c'est toujours d'actualité. Agressivité. L'homme ancien, il était violent, belliqueux, cruel, combatif. L'homme nouveau, il est toujours combatif, mais son agressivité, il en fait du courage. Il la met aussi au service de bonnes causes, dans les domaines scientifiques, dans la conquête de l'espace. Courage, oui, mais pas pour la guerre, mais pour conquérir l'espace. La domination, l'homme ancien, effectivement, voulait détenir l'autorité et donc soumettre non seulement la femme, mais les autres. L'homme nouveau, il fait de la domination quelque chose de différent. Il devient un entraîneur, il devient un guide, il devient un libérateur, et ce pouvoir, il le partage avec la femme. Le goût de l'action, autrefois l'homme nouveau, dont il voulait conquérir, il avait de l'ambition, bon, ça peut rester vrai, mais plutôt devenir le mettre tous ses défauts ou ses qualités au service de la vie, de l'humain, de la création. L'homme ancien, sa pensée était rationnelle. L'homme nouveau, il est plus dans l'intuition, dans le cerveau droit. La sensibilité, l'homme ancien, il l'a réprimée. Son émotivité, son affectivité, même sa sensualité, il devait être insensible, dur, impitoyable. Il ne pouvait pas exprimer ses émotions, sa tendresse. Il n'était pas sentimental ni affectueux. L'homme nouveau, eh bien, il assume donc son émotivité, sa sensibilité, etc. Il exprime ses émotions, il a le droit de parler. D'ailleurs, Louise de Villemorin a un jour dit qu'elle aimait les hommes qui pleuraient et qui aimaient les gâteaux. Ben, j'ai dit, c'est tout à fait moi, donc merci. Sensualité, bien sûr. Donc, l'homme nouveau tirait son coup, hein, les prémices, il fait semblant. Et puis ensuite, bon, c'était vraiment tirer son coup. Ce que mes patientes appelaient l'amour moineau ou l'amour coq. Voilà. Et donc, maintenant, l'homme nouveau, bien effectivement, fait durer le plaisir. Quand je dis ça, c'est la maîtrise de l'éjaculation. C'est l'amour qui dure des heures, j'ai bien 10 heures, et puis qui n'est pas fait du coït, qui est fait de toutes les caresses, pendant, avant et après. Parce que dans les caresses, il n'y a pas que le prélude, les beaux hommes y connaissent, il y a le postlude, qui remercie à la femme, qui vous a donné son corps, et qui vous a permis d'être Dieu à l'espace de quelques secondes, au moins. Donc la remercier. Alors, le langage, l'homme ancien parlait en dominant. La conversation, pour l'homme ancien, est une compétition. Avoir raison, prouver sa supériorité, et le contenu, c'était la technique, la politique, le sport, pas de problème personnel. Je crois que ça reste encore beaucoup vrai, le sport et la politique. Hein. Bon, tandis que l'homme nouveau, il aime communiquer, il aime échanger, il aime aussi écouter. Et il exprime ses émotions. Et enfin, l'homme ancien avait une forme de spiritualité où il avait inventé un dieu mâle, un dieu autoritaire, vengeur, et les religions étaient des moyens de réprimer la femme. Et donc il donnait plus d'importance à l'âme, et le corps était péché, le corps était quelque chose qu'il fallait écraser. Dans les spiritualités nouvelles, eh bien, le Dieu peut être une déesse, et c'est un Dieu d'amour. Et les religions ne séparent plus l'âme du corps. Autrement dit, par l'influence de l'Orient, faire l'amour, c'est donc s'élever, ça devient un acte spirituel. Voilà l'essentiel de ce qu'on veut dire debout aujourd'hui. Je rajoute, oui, qu'il n'est pas facile d'être un homme nouveau. Hein. C'est un dosage difficile. Il faut être viril, mais pas macho, sécurisant, mais pas dominant, tendre, mais pas mou, féminin, mais pas efféminé, protecteur, mais pas inquisiteur, vulnérable, mais pas fragile,
sensibles, mais pas sans sensiblerie. Donc, c'est extrêmement difficile. Et quand vous rencontrez un homme nouveau, vous les femmes, surtout leur faites pas peur parce qu'ils sont très fragiles.